Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Karine Lemieux. Je suis conseillère pédagogique au Centre universitaire de formation continue de l'Université de Sherbrooke. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous ce midi pour vous présenter le fruit de 2 années de travail et de collaboration, soit la formation Accueillir et intégrer la diversité culturelle. Le développement de cette formation-là a été rendu possible grâce au financement du Conseil régional des partenaires du marché du travail de l'Estrie. Je dis le fruit d'une collaboration parce que ce projet inclut un volet recherche terrain à partir de laquelle nous avons élaboré la formation dont on va vous présenter aujourd'hui, mais on va aussi vous présenter les principaux résultats de la recherche. Alors, pour débuter, j'aimerais inviter M. Alain Tremblay, directeur général du service des stages et du développement professionnel, à vous adresser un petit mot concernant le contexte de la demande de financement qui a été faite auprès de la CRPMT Estrie. Merci Karine. Bonjour tout le monde. Je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui et je suis surtout content de vous montrer qu'est-ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années. J'aimerais profiter de cette tribune-là pour remercier la Commission régionale des partenaires du marché du travail de nous avoir fait confiance. Le service des stages et du développement professionnel, c'est situé à l'intersection entre les étudiants, les employeurs puis les programmes. Donc, l'idée de ce projet-là nous est venue à la suite d'observation des difficultés que nos étudiants internationaux rencontraient à se trouver un milieu de stage, à s'y épanouir, et aussi des difficultés que certains milieux avaient pour accueillir correctement ces étudiants-là. Nous avons donc présenté un projet structurant à la CRPMT qui avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'était d'identifier les obstacles, les leviers au recrutement, à l'accueil, à l'accompagnement et à l'intégration des personnes stagiaires issues d'immigration dans les entreprises. Le deuxième, c'était d'identifier les besoins de formation des entreprises quant au recrutement, à l'accueil et à l'intégration de ces personnes. Puis finalement, ce qu'on souhaitait, c'était élaborer des outils de formation et d'accompagnement pour aider les petites et moyennes entreprises à mieux intégrer les personnes issues d'immigration en stage ou en emploi. Pour arriver à notre fin, comme le mentionnait Karine, nous avons souhaité nous appuyer sur des approches de recherche-action et de recherche-développement afin d'intégrer la pluralité des expériences et expertises des parties prenantes. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons approché la professeure Claudia Gagnon et la faculté d'éducation. Donc, c'est merveilleux, on vous présente ça aujourd'hui. Karine, je te retourne la parole. Merci Alain. Alors maintenant, j'aimerais inviter Mme Josée Fortin, qui est la présidente du Conseil régional des partenaires du marché du travail de l'Estrie, à vous adresser quelques mots également concernant le programme de financement et la valeur ajoutée du projet présenté aujourd'hui. Merci Mme Fortin d'être présente avec nous. Ça me fait grand plaisir. Merci Mme Lemieux. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors au nom du Conseil régional des partenaires du marché du travail de l'Estrie, il me fait plaisir d'être des vôtres pour ce lancement tant attendu. Chaque année, le Conseil a à cœur de soutenir financièrement des projets régionaux novateurs qui visent à 3 choses. Augmenter les connaissances liées au développement des compétences, à identifier, développer, expérimenter et évaluer de nouvelles façons de faire, et enfin, à valoriser la culture et la connaissance des besoins en formation. Le projet présenté aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette vision. Il répond à ces objectifs tout en favorisant l'intégration et le maintien en emploi des personnes immigrantes qui contribuent à la richesse économique et culturelle de notre région. Ce qui a motivé l'acceptation du projet en 2023 par les membres du Conseil régional de l'Estrie fut le besoin réel de bonifier l'offre de formation liée à la gestion de la diversité dans notre région. Le Conseil avait également salué la composante qui implique directement les entreprises dans la démarche. Les personnes immigrantes apportent des compétences indispensables permettant aux entreprises de maintenir leurs activités et de soutenir leur croissance. Au-delà de l'aspect économique, la diversité culturelle constitue un puissant levier d'innovation et de créativité, d'où l'importance que les entreprises soient sensibilisées et bien formées pour accueillir, intégrer et valoriser les talents issus de l'immigration. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement des travaux. L'Estrie a toujours su se distinguer par son historique d'accueil des personnes immigrantes et le projet permet d'aller encore plus loin. Nous sommes à même de constater que le projet a permis la réalisation des 3 éléments suivants. D'abord, un arrimage entre la recherche et la formation,
Ensuite, une prise en compte des besoins à la fois des employeurs, des stagiaires et du personnel d'origine internationale. Et enfin, une approche pédagogique innovante et transférable en milieu de travail. En terminant, je tiens à remercier l'Université de Sherbrooke et les partenaires impliqués dans le développement de la formation. Je tiens également à inviter les entreprises de l'Estrie à saisir cette opportunité à poursuivre leurs efforts pour créer des milieux de travail accueillants et inclusifs. Merci à toutes et à tous et bon séminaire. Merci beaucoup, Madame Fortin. Alors, allons-y tout de suite avec notre déroulement de la rencontre. Donc, on a accueil et mots de bienvenue, ce qu'on vient de faire. La première partie de cette rencontre-là va être sur comprendre les obstacles, activer les leviers. Donc, les principaux résultats de la recherche. Je dis principaux résultats, c'est une toute petite partie de tout ce qui a émané de la recherche, mais on va vous donner un aperçu, bref, là, des éléments importants à tenir compte. Dans la deuxième portion, on va vous présenter la formation Accueillir et intégrer la diversité culturelle. Nous avons un petit moment de période de questions pour vous et nous pourrons conclure donc à 12h45 notre rencontre de ce midi. Allons-y tout de suite. Alors, j'invite maintenant la professeure Claudia Gagnon, chercheure responsable principale du volet recherche, à vous donner un aperçu des principaux résultats du volet recherche associé à ce merveilleux projet. Merci beaucoup, Karine. Donc, d'entrée de jeu, je tiens à souligner la participation de 3 autres chercheurs au projet, donc Sabrina Dorceus, Eddie Soupeno, tous les 2 du département d'orientation, et Sophie Lannoy du département de gestion de la formation. Et aussi la participation très importante de l'étudiant postdoctoral Hippolyte Kouao qui a travaillé sur ce projet. Donc, comme l'a dit Karine, ce ne sont pas les principaux résultats que je vous présente, mais vraiment une toute petite partie qui permettent vraiment de montrer l'importance, disons, de la formation qui a été développée. Juste... Alors, il y a 2 parties au projet, 2 parties de volet recherche dans ce projet. Au départ, comme Alain l'a mentionné, l'idée était de identifier les besoins de formation en repérant et caractérisant les obstacles rencontrés par les personnes stagiaires et employés issus de l'immigration et en identifiant également les leviers qui sont mobilisés en milieu de stage ou de travail ou qui sont perçus comme étant favorables à l'intégration des personnes stagiaires et employés de l'immigration. La deuxième étape ou le deuxième volet de la recherche se fait pendant et après la formation et donc c'est la mesure de transfert dont on vous parlera à la toute fin. Donc, aujourd'hui, on présente quelques résultats de recherche concernant les obstacles à l'intégration qui sont issus de la collecte de données auprès des personnes stagiaires et employés, soit à partir d'un échantillon de 75 questionnaires et 41 personnes qui ont participé au groupe de discussion. Au total, il y a d'autres personnes qui ont participé à ce projet, donc les personnes superviseurs et employeuses, peut-être des personnes parmi vous, également des conseillers du service de stage, mais ce sont vraiment les questionnaires et les groupes de discussion des stagiaires et employés dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, les perceptions sur les grandes catégories d'obstacles à l'intégration. D'abord, on constate que bon nombre de personnes stagiaires ou employés disent ne pas du tout vivre d'obstacles. C'est ce qu'on voit en orange, notamment en ce qui concerne les compétences linguistiques, l'accès à l'information et aux services d'accompagnement, les perceptions d'exclusion. Il y a un certain nombre de personnes donc, qui se situent dans le peu et le modérément avec les bandes en vert et en mauve. Et quand même un petit nombre, mais un nombre non négligeable de personnes qui ont indiqué vivre considérablement ou extrêmement, donc en bleu ou en beige, certains obstacles, donc, dont 2 éléments qui ressortent particulièrement, soit les enjeux liés au recrutement et à la sélection avec 13% et les enjeux émotionnels et de santé psychologique ou physique avec 9%.
Si on additionne les catégories modérément, considérablement, extrêmement, on constate que ce sont les contraintes financières, matérielles et pratiques qui ressortent en premier avec 45%, suivi des enjeux liés à la culture du milieu ou plus globalement à la culture québécoise, et suivi des obstacles liés au recrutement, à la sélection et à la reconnaissance professionnelle des compétences. Au final, on constate que pour 6 des 10 catégories de difficultés, c'est plus d'une personne sur 3, qui fait face à ce type d'obstacle. Maintenant, si on regarde les 3 principales catégories d'obstacles qui ressortent, parmi les personnes qui ont déclaré vivre des difficultés en matière de recrutement, sélection ou reconnaissance professionnelle des compétences, 50% disent avoir eu des difficultés à faire reconnaître leur diplôme obtenu en dehors du Canada. 43% disent ne pas comprendre les critères d'évaluation lors du recrutement. Et pour près de 4 personnes sur 10 qui ont eu des obstacles à ce niveau-là, les entrevues constituent une difficulté importante car elles sont empreintes de la culture québécoise qui n'est pas toujours comprise par les personnes issues de l'immigration. Les personnes participantes mentionnent également des inégalités produites dès le départ, faisant en sorte que leur recherche de stage est vécue comme une compétition inégale dès le départ. Par exemple, plusieurs personnes stagiaires ou employées issues de l'immigration partent avec un CV moins rempli parce que ce n'est pas dans tous les pays, comme au Québec, où on travaille à partir de 16 ans. Et plusieurs stages sont subventionnés par le gouvernement, donc ne sont pas accessibles par les étudiants issus de l'immigration pour avoir droit à cette subvention salariale. Donc, ce sont quelques enjeux liés au recrutement et à la sélection. Pardon. Maintenant, parmi les personnes qui ont indiqué avoir des difficultés liées aux aspects financiers, matériels ou pratiques, les problèmes de transport sont les plus fréquemment rencontrés, ce qui en fait l'obstacle logistique le plus marquant. Les difficultés financières liées aux frais de scolarité, à la faible rémunération sont également prégnantes et affectent respectivement 38 et 35% des personnes concernées. Et enfin, les conditions de logement inadaptées ou trop coûteux et les besoins de base, comme se nourrir, se vêtir, faire garder ses enfants, restent moins fréquemment évoqués, mais témoignent d'un contexte global de précarité. Au final, 35% affirment vivre un stress financier. Parmi les personnes qui ont déclaré vivre des difficultés liées à la culture du milieu de stage ou à la culture québécoise, 57% disent rencontrer des difficultés d'adaptation à la culture professionnelle de son milieu de stage ou de travail. À cet égard, plusieurs parlent de la hiérarchie qui se vit différemment en contexte québécois, des règles strictes comme la ponctualité, des règles non dites qui concernent par exemple le temps supplémentaire. Les stagiaires issus de cultures hiérarchisées doivent s'adapter à des environnements professionnels plus horizontaux ou plus égalitaires, où les normes de respect hiérarchique et de distance sociale en question peuvent créer au premier abord certains malaises culturels. 47% observent des problèmes de compréhension de la diversité ethnoculturelle de la part des personnes de leur milieu de stage ou de travail, et 43% affirment vivre des situations d'inconfort liées à la surestimation, la survalorisation de la culture québécoise dans son milieu de stage ou de travail, comme si ce qui existe dans les autres cultures était moins bon ou moins valide. Maintenant, lorsqu'on classe ces différentes catégories d'obstacles dans la typologie qui a été élaborée par Cross et qui a été améliorée par d'autres chercheurs, il y a 2 types d'obstacles qui dominent. On constate que les obstacles qui prédominent selon les personnes stagiaires et employées issues de l'immigration sont de type situationnel, c'est-à-dire qu'ils concernent les situations de vie spécifiques, les responsabilités familiales, l'environnement familial et social, la gestion du temps et les aspects financiers. Ou le deuxième groupe d'obstacles qui prédomine, c'est de type institutionnel, c'est-à-dire qu'il concerne l'organisation de la formation ou des stages en entreprise, la capacité intégrative du cadre institutionnel et des milieux de travail, les politiques publiques et les structures organisationnelles.
Si on compare rapidement avec les perceptions qu'ont les personnes superviseurs et employeuses à l'égard des difficultés ou des obstacles vécus par les personnes stagiaires ou employés issus de l'immigration, on constate que les perceptions sont assez proches de ce qui est rapporté par les personnes stagiaires ou employées. On constate également que les perceptions qui diffèrent le plus concernent le recrutement, avec 14 % de différence, et l'ensemble des obstacles dispositionnels, plus particulièrement les compétences linguistiques qui constituent l'obstacle le plus important chez les personnes superviseurs et employeuses avec près de 47 %, alors que c'est l'obstacle qui est perçu comme étant le moins problématique du côté des personnes stagiaires et employées. Inversement, les difficultés liées au recrutement, à la santé psychologique et physique et aux perceptions d'exclusion ou de stigmatisation ressortent de manière beaucoup plus importante chez les stagiaires et les employés que chez les personnes superviseurs et employeuses. On constate donc qu'il y a une certaine invisibilité de certains obstacles de part et d'autre, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des obstacles linguistiques dont les stagiaires et les personnes employées issues de l'immigration sont pas ou moins conscientes, et inversement, les personnes issues de l'immigration vivent des obstacles au niveau du recrutement et de la santé psychologique dont les personnes superviseurs et employeuses sont peut-être moins conscientes. Toutefois, la recherche révèle également des leviers qui pourraient être perçus comme déterminants dans l'intégration en milieu de travail si on additionne encore une fois les modalités modérément, considérablement et extrêmement. Donc, c'est notamment le cas de la qualité de la supervision et des interactions en contexte de stage ou de travail avec 53 %. On réfère ici, par exemple, à une bonne communication, l'importance de l'accueil, un accompagnement de proximité et de bonnes rétroactions. Le deuxième élément, c'est les ressources financières, matérielles et pratiques avec 44 % qui sont des leviers importants, mais qui passent particulièrement par le soutien familial ou des économies personnelles, la mobilité et l'accès à un logement de qualité. Et le troisième élément qui ressort, c'est vraiment les éléments relatifs à la culture du milieu de stage ou d'emploi ou à la culture québécoise de façon plus globale, qui concerne notamment la transmission des valeurs, l'information concernant les normes et les politiques du milieu de travail, par exemple. Globalement, ces éléments-là soulignent l'importance de la formation des milieux de travail relatifs à l'intégration, aux obstacles et à l'intégration des personnes stagiaires et employés issus de l'immigration. Donc, je vous ai présenté quelques résultats seulement, mais pour en savoir plus, sachez qu'il y a 3 rapports qui ont été produits dans le cadre de cette première étape de recherche. Qui seront disponibles là, à même la formation avec les références qui sont indiquées ici. Et puis, pour ce qui est du deuxième volet de la formation, bien, on y reviendra à la toute fin de la présentation. Je recède la parole à Karine pour la présentation de la formation qui a été développée. Merci beaucoup, Claudia. On est vraiment dans nos temps. On a même un petit peu d'avance. Alors, s'il y en a qui auraient une question pour Claudia concernant le volet recherche, on pourrait la prendre immédiatement. Là. Vous pouvez soit la poser via la conversation, soit aussi activer votre micro, lever la main, puis on va vous donner la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question sur le volet recherche avant qu'on passe à la formation qui a été développée? Pourquoi l'étude porte que sur des personnes francophones? En fait, l'étude ne porte pas seulement sur des personnes francophones. Les exemples qu'on a vus avec les citations, effectivement, on avait Camerounais, Togolais, une personne algérienne, mais il y a des personnes, par exemple, des personnes qui viennent de l'Amérique du Sud qui ont participé à l'enquête et donc c'est juste qu'on ne les voit pas. Je ne les ai pas présentées ici parce qu'on présentait une toute petite partie, mais ce ne sont pas que des personnes francophones qui ont participé. Moi, j'aurais une question. Oui, certainement. Allez-y. Dans notre processus d'accueil et d'intégration, vous parliez d'avoir un accueil plus proche avec ces gens-là.
Je serais curieuse de savoir si vous auriez des idées ou des suggestions, des outils pour améliorer l'accueil puis l'intégration. C'est justement l'objectif de la formation qui a été développée, en fait. Donc, c'est Karine qui pourra vous indiquer, là, non pas déjà des outils, etc., mais disons comment on a développé la formation à partir de ces résultats-là. Excellent. Donc, je vais avoir le plaisir de vous présenter là, la formation qui a été développée. Mais justement, on aborde ce volet-là dans la formation que je vais vous présenter. On a une autre question. Avez-vous vu des différences notoires entre des personnes françaises, belges, européens, francophones et les autres groupes représentés dans l'étude? Simple curiosité. Je pourrais répondre oui. De façon courte et concise, il y a différents résultats, en fait, où on voit une différence entre les Français particulièrement. Il n'y avait pas de Belges de mémoire, mais en tout cas, des personnes françaises, oui, versus les personnes, disons, de minorité ethnique, donc les personnes de peau noire, par exemple, ou les personnes de minorité visible. Donc, où il y avait des difficultés, là, on ne les a pas abordées présentement, mais il y avait des difficultés justement liées à stigmatisation, l'exclusion, moins bonne compréhension aussi des normes, etc. Mais c'est quelques éléments que je vous nomme là, mais il y a effectivement une différence entre les personnes d'origine de la France, par exemple, versus les personnes d'origine africaine ou sud-américaine. Il y a une autre main levée. Oui, on va prendre cette dernière question. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, on a quand même une période de questions à la fin. Donc, ça va être la dernière question pour l'instant. Ensuite, on va passer à la présentation de la formation. Je vous invite à poser votre question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette belle opportunité. Je voudrais savoir, peut-être que c'est après, mais est-ce que l'étude couvrait tout le processus d'intégration, même pour ceux qui sont déjà au travail et qui vivent, mettons, un arrêt maladie et qui reviennent au travail? Parce que c'est cet élément-là beaucoup plus qui m'a interpellée quand j'ai vu les annonces où il y a dans les retombées potentielles intérêt à aller chercher aussi ces informations-là parce que on rencontre des défis assez atroces dans ce cadre-là. Deux choses. En fait, dans l'échantillon, il y avait à la fois des personnes stagiaires, donc étudiantes à l'université, et des personnes employées, parfois même qui étaient au Québec depuis plusieurs années. Par contre, la question des arrêts maladie n'a pas été traitée, n'est pas venue là, sur le sujet dans les groupes de discussion. Merci beaucoup, Claudia. Alors, je vais reprendre le contrôle et on y va avec la formation. Claudia vient vous présenter une partie des résultats de la recherche, mais la recherche ne portait pas exclusivement sur les leviers et les obstacles. Il y avait tout un volet également sur vos besoins de formation pour qu'on puisse développer la formation la plus adaptée aux besoins. Donc, les différents volets de formation sur lesquels les gens ont été sondés, c'est quels sont les contenus qui seraient pertinents à la formation, quelles sont les modalités de formation aussi qui conviennent aux gens, les moments propices, quels sont les obstacles à la formation en accueil et intégration de la diversité culturelle et quels sont aussi les leviers qui pourraient aider à favoriser la formation. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble des résultats de tous ces volets-là, mais sachez qu'on a tenu compte de l'ensemble de ce qui a émané de la recherche pour choisir les contenus de la formation, pour choisir les modalités également, choisir les moments auxquels on vous propose la formation, la durée de la formation un des points sur lesquels je veux insister, c'est par contre les obstacles qui ont été mentionnés. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que les obstacles suivants sont ceux qui sont les plus importants à la participation aux formations. Le temps, on n'est pas surpris, 58% des répondants disaient on manque de temps. Il y a la gestion des priorités également. 54% des gens nommaient, si on a d'autres priorités, c'est ce qu'on met de côté.
L'argent, le budget pour avoir de la formation également, c'est un enjeu important avec 36 %. Et finalement, le quatrième qui était soulevé, c'est l'accès à une personne experte, 27 %. Alors, la formation qu'on vous offre aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est lever l'ensemble de ces obstacles-là. Donc, le temps, les priorités, le budget et l'accès à une personne experte. Et on a fait des choix pour que ces obstacles-là soient minimisés au niveau de la formation. De un, la formation, elle est offerte gratuitement pour 5 cohortes de personnes. Donc, on vient enlever la notion de budget. Et vous allez voir aussi au niveau du temps ce qu'on a pensé pour favoriser l'accès à cette formation-là. Mais tout a été pensé à l'égard des résultats de la recherche qui émanait des besoins du terrain. Donc, la formation Accueillir et intégrer la diversité culturelle, aujourd'hui, c'est le lancement. Donc, c'est l'activité en noir en haut. C'est une formation qui va se déployer en 3 modules distincts. Donc, un premier module qui va porter sur le recrutement inclusif et équitable. Un deuxième module qui va porter sur l'accueil et l'accompagnement au développement professionnel des gens. Et finalement, un troisième module qui porte sur la synergie d'équipe en contexte multiculturel. Ce sont 3 modules qui sont indépendants, qui peuvent être suivis dans l'ordre, dans le désordre, un seul, 2 ou 3, selon les besoins des gens. On peut très bien comprendre que tous les gens ne sont pas impliqués dans le recrutement, mais pour ceux qui le sont, ça peut être très intéressant d'aborder le module. Donc, dans la question de temps, on vous offre quelque chose qui est très modulable pour répondre à vos besoins spécifiques chez vous, dans votre entreprise. Donc, si vous avez besoin du module 1 et 2, vous pouvez vous inscrire au module 1 et 2 et ne pas faire le 3 ou le faire ultérieurement. Et vous pouvez le faire dans l'ordre selon vos besoins, selon vos priorités. Chaque module, vous le voyez dans la partie en haut, il y a un petit rond orange. Ce qui est important, c'est qu'on a un premier module, une première partie d'introduction qui s'appelle sensibilisation et culture inclusive. C'est un module d'introduction qui est commun à chacun des modules. Donc, que l'on s'inscrive au module 1, 2 ou 3, cette portion-là fait partie de la formation. Et si on est inscrit au module 1 et 2, on fait cette portion-là une fois et ensuite, on peut accéder au contenu spécifique du module selon la thématique abordée. Si on rentre un peu plus spécifiquement dans le déroulement, qu'est-ce que ça veut dire? Un module, vous voyez, là, il y a un rond orange, un rond vert et un ovale allongé, là, ligné. Comment ça se déroule un module de formation? En fait, pour répondre aux différentes modalités, vous allez voir qu'on a mis en place là, différentes modalités de formation à l'intérieur de cette formation-là. Donc, tout d'abord, on a une portion qui est autoportante et cette portion-là, elle contient une auto-évaluation pour pouvoir vous positionner où vous êtes actuellement et où vous êtes après la formation également. Ça contient la capsule autoportante avec les contenus théoriques explicatifs des exercices également. Ça contient des réflexions sur votre développement professionnel pour assurer un transfert de ce que vous voyez dans votre quotidien et une boîte à outils également avec des fiches synthèse des contenus de la capsule, avec des outils à utiliser comme un plan d'accueil que vous pouvez adapter dans votre milieu, mais utiliser, mais on vous offre un gabarit de plan d'accueil que vous pouvez adapter. Donc, c'est un exemple. Ça, c'est ce que ça contient, la partie autoportante. Donc, le petit cercle orange, ça, c'est pour le module d'introduction, entre 1 à 1,5 heures d'investissement de temps. Et les différentes portions peuvent être faites au gré de vos disponibilités, de votre temps. Fait que vous pouvez investir un petit 15 minutes une journée, un autre 15 minutes une autre journée. Si vous avez plus une demi-heure, vous pouvez, mais vous investissez en fonction du temps que vous avez et c'est à votre rythme cette portion-là. On a aussi une deuxième partie autoportante qui porte spécifiquement sur le contenu du module. Vous allez voir, ce sont les mêmes choses, mais on ajoute les défis concrets à appliquer dans votre quotidien. Donc, en fonction des contenus spécifiques, on vous lance un défi pour que vous appliquiez ce que vous avez vu dans la capsule
dans votre travail. Si je pense au module recrutement inclusif et équitable, bien, le premier défi qu'on vous lance, c'est d'aller chercher une offre d'emploi, d'identifier des éléments que vous pouvez améliorer dans votre offre d'emploi et de le faire. Donc, c'est un exemple de défi concret et on retrouve tous les autres éléments, auto-évaluation, la capsule réflexion et boîte à outils également. Encore là, 1 heure à 1,5 heures d'investissement de temps de ce côté-là. Donc, toute cette première partie-là, c'est la partie autoportante que vous faites à votre rythme. En soutien à ça, parce que c'est bien beau d'avoir le temps de pouvoir faire ça quand on veut, au moment qui nous convient, mais la richesse d'une formation aussi se tient aussi dans les échanges, dans la présence, dans les échanges avec les autres. Et donc, on vient terminer le module de formation avec un atelier interactif sur les situations professionnelles vécues. Donc, vous avez une personne experte qui est là, qui vous accompagne pendant 2 heures et vous pouvez amener les situations professionnelles qui sont vécues dans votre milieu pour échanger avec les autres personnes présentes dans votre atelier afin d'avoir du soutien. La personne animatrice est là pour vous accompagner également. Donc, c'est un peu sous le principe du co-développement professionnel, mais on arrive avec nos situations. Ce n'est pas de la présentation théorique, elle est faite en amont dans la partie autoportante et on est là pour échanger sur les bonnes pratiques, ce qu'on a déjà essayé et tout ça dans les ateliers interactifs. Donc, vous avez une portion que vous avez à faire de votre côté et vous avez quand même une portion où vous êtes en échange et cette portion-là, ça se fait en ligne. En fait, on sait que vous aimez la présence, mais comme vous arrivez tous de milieux différents, d'organisations différentes, la présence, ça nécessite de se déplacer. Et là, on a toujours une balance entre le temps que j'investis, je me déplace pour y aller en présence et faire les choses en ligne. Fait que, au moins, en étant de façon synchrone en ligne, vous allez pouvoir échanger entre vous. Donc, voilà comment chacun des modules se déploie là, dans la formation et vous pouvez répliquer ce format-là là, pour le module 2 et 3. Alors, je vous ai rapidement présenté les modules tantôt. Là, vous voyez qu'il y a en fait 4 bulles à l'écran parce que je vous ai mis aussi le module d'introduction, sensibilisation et culture inclusive qui vise à comprendre les défis et les avantages de la diversité culturelle au travail. C'est vraiment pour mettre en place l'importance de bien comprendre ce qu'est la diversité culturelle, la richesse que ça peut avoir également et de partir sur un bon pied avant d'entrer dans le vif du sujet pour les autres modules. Ensuite, on a le module recrutement inclusif et équitable. C'est vrai. Excusez-moi, vraiment vise à mettre en place des pratiques de recrutement qui sont inclusives. Dans le module 2, c'est l'accueil et l'accompagnement au développement professionnel. Donc, organiser un accueil, un milieu valorisant pour les nouveaux employés. Et finalement, dans le 3e, on aborde la synergie d'équipe en contexte multiculturel, donc de créer un environnement de travail qui est harmonieux et productif. Parfois, les gens, et ça ressortait dans les questionnaires, disent, ben moi, je ne sens pas le besoin de suivre une formation sur l'accueil et l'intégration de la diversité culturelle. On n'en accueille pas chez nous. Bien, moi, au fur et à mesure que j'ai travaillé au développement de cette formation-là, ce qui a été le plus grand constat pour moi, c'est que l'ensemble de ce qu'on a mis dans la formation, ce sont des bonnes pratiques de gestion applicables que vous accueillez ou non des gens issus de la diversité culturelle. Ce n'est pas juste dans un contexte où on en accueille qu'on doit appliquer ce qu'on vous présente dans la formation. Ce sont des bonnes pratiques en tout temps qui peuvent s'appliquer. Et si vous appliquez ces éléments-là déjà, même si vous n'accueillez pas des gens issus de la diversité culturelle, ça va permettre à ces gens-là peut-être d'intégrer votre milieu plus facilement parce que votre approche de recrutement elle est plus inclusive. Ils se sentent invités à aller chez vous. Mais en plus, quand vous allez les accueillir chez vous, si vous mettez déjà en place l'ensemble de ces principes, vous n'avez pas à vous adapter de façon importante au fait que vous accueillez quelqu'un issu de la diversité culturelle, vous appliquez déjà des bons principes. Alors que vous en accueillez ou non, je pense que c'est une formation qui est vraiment importante pour
appliquer les bons principes dans vos milieux et vous serez prêt au moment où il y a quelqu'un qui intégrera votre organisation et qui est issu de la diversité culturelle, mais ça peut être aussi quelqu'un d'ici, mais que les principes que vous adoptez, ça va favoriser son intégration. Alors, juste un peu vous présenter, je vous mentionnais tantôt, on a une auto-évaluation, donc on a vraiment une fiche d'auto-évaluation qui est produite pour chacun des 4 segments. La fiche présente la compétence, les éléments de compétence et des comportements observables dans votre milieu pour voir est-ce que ce sont des comportements que vous adoptez, à quelle fréquence ils sont adoptés. On a ça pour chacun des modules introduction et 1 à 4. Au niveau de la formation, l'approche qu'on a privilégiée, c'est d'apporter la théorie via d'abord des mises en situation. Et ces mises en situation-là, elles sont imagées sous forme de bande dessinée. Et les mises en situation, c'est elles qui apportent le sujet sur lequel on va travailler, développer dans la formation. Donc, on part de ces mises en situation-là pour ensuite vous faire bien comprendre l'importance de la théorie qu'on va vous présenter et ensuite, on présente cette théorie-là. Donc, on a des contenus, puis là, je dis théorie, là, mais c'est des contenus qui sont disponibles dans la capsule. Ces contenus-là contiennent des exercices, des explications et en accompagnement de tout ça, vous avez une boîte à outils. Donc, je vous mentionnais tantôt, fiches synthèse, des listes de vérification, des documents gabarits pour vous aider à mettre en place, par exemple, un plan d'accueil, une grille d'évaluation d'entrevue, ce genre d'outils-là. Et à travers les 4 sections de la formation, on a plus d'une trentaine d'outils de fiches qui sont mis à votre disposition en fonction des contenus. La formation développer, accueillir, intégrer la diversité culturelle, pour nous, c'est une formation qui est ciblée. Elle est basée sur les besoins qui ont été nommés au niveau de la recherche, donc les résultats du questionnaire, des focus group également. C'est un cheminement qui est flexible en fonction de vos besoins également. C'est une formation qui est concrète et pratique avec ses défis pour chacun des modules et les ateliers sur les situations professionnelles vécues. Pour nous, c'est important qu'au-delà des contenus qu'on vous partage, que vous posiez des actions concrètes dans votre milieu. C'est là où une formation prend sens quand ce qu'on voit est transféré et qu'on l'applique dans notre milieu. Et en plus, on a un volet d'évaluation du transfert. C'est une formation qui est transférable, donc avec la boîte à outils qui vous aide, avec justement les documents qui sont déjà préparés pour vous aider, les fiches synthèse pour les rappels et également l'atelier pour soutenir le transfert. C'est une approche qui est innovante avec les mises en situation sous forme de bande dessinée. On intègre également plusieurs approches pédagogiques à l'intérieur de la formation pour satisfaire l'ensemble des gens. Voilà. Alors, j'aimerais remercier les 3 personnes suivantes, Emmanuelle Camby, Françoise Blaise et Fatia Bensala. Elles ont grandement contribué au développement du contenu de la formation du côté autoportant et ce sont également ces 3 personnes-là qui vont animer les ateliers sur les situations professionnelles qui sont vécues dans les milieux. Claudia mentionnait tantôt qu'il y a un deuxième volet recherche qui est sur la mesure du transfert. En fait, on veut mesurer l'impact de la formation dans vos milieux. Donc, ce volet de recherche-là, bien sûr, est fait à partir de questionnaires et il y aura différents questionnaires tout au long des prochains mois là, pour les participants
participants. Le projet de mesure du transfert, c'est un projet qui est volontaire de votre part. Vous n'êtes pas obligé de participer. Cependant, on vous invite à y participer parce que c'est important de mesurer comment cette formation-là a un impact et vous pouvez nous aider à faire ça. Et voilà. Donc, ça implique des questionnaires pré-formation pour savoir où vous en êtes. Ça implique également pour chacun des modules un formulaire post-formation immédiat, donc immédiatement après la formation où j'en suis, 1 mois après et 3 mois après. Pré-formation et post-formation, on enverrait aussi un questionnaire pour le personnel avec qui vous travaillez pour avoir une évaluation de leur part également sur l'impact de la formation. Et il y a la possibilité, chaque questionnaire, c'est environ 10 minutes par questionnaire. Et finalement, il y a des groupes de discussion possibles avec les participants et pour le personnel pour répondre à des questions également. Voilà. Alors, on se donne encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, je vous cède la parole, soit dans la conversation, soit vous pouvez lever la main. On a quelques minutes là, avant de terminer pour répondre à vos questions. Oui. Oui, bonjour. Ben, c'est une super belle étude qui est vraiment fort intéressante et je vous en félicite. Puis, je voulais savoir, est-ce que dans le cadre de cette recherche, vous avez été chercher un peu des recettes gagnantes qui ont été faites un peu les meilleures pratiques, des pratiques qui sont intéressantes et qui ont quand même donné un peu leurs preuves? Parce que moi, j'avais travaillé au fédéral dans une ancienne vie, puis c'était des éléments qu'on essayait de chercher un peu, quelles sont les meilleures pratiques. Est-ce que c'est des choses qui ont été considérées dans le cadre de cette recherche? Veux-tu y aller, Karine? Tu voulais-tu y aller, Claudia? Je te laisse y aller, puis je compléterai. OK. En fait, dans le cas de la portion recherche, il y avait les questionnaires là, avec les énoncés qu'on a vus tout à l'heure, mais aussi il y avait des focus group avec les stagiaires, les employés et aussi les superviseurs, les employeurs et les conseillers en développement professionnel là, de l'université. Et donc, dans les focus group, on est allé plus loin justement où les gens pouvaient nommer des pratiques, des façons de faire qui ont été aidantes. Donc, on reparle des leviers ici, là. Et c'est un peu à partir de ces éléments-là qui ont été nommés également que la formation a été développée. Je te laisse continuer, Karine. Oui, puis nous, en fait, on a les 3 personnes que je vous ai présentées qui sont très, très actifs dans le milieu de l'interculturel. Donc, ils ont apporté les approches et tout ça. Donc, fait que nous, c'est vraiment notre personnel expert là, avec qui on a travaillé, là, qui ont assuré là, justement d'avoir des bonnes approches. Merci beaucoup. Oui. Oui, bonjour. Je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en retard, donc j'ai perdu un peu le début de la mise en contexte. On m'a transféré à l'invitation un peu tardivement, donc j'ai manqué le début. Et je voulais juste savoir, moi je travaille au Cégep de Sherbrooke au bureau des étudiants internationaux, donc j'ai comme eu l'impression qu'on est moins concerné par ça, mais cependant, j'aimerais pouvoir transférer cette information-là au département parce que la plupart de nos étudiants internationaux sont placés en milieu de stage. Ils vont éventuellement travailler. Donc, je trouve que ça pourrait être une information pertinente pour les entreprises qui accueillent nos étudiants, qu'on puisse transférer l'information via les responsables des stages de chacun de nos départements. Donc, je ne sais pas de quelle façon je pourrais faire ça. Je prends votre nom en note, puis je recommunique avec vous, Madame de Handa. D'accord, c'est bon? Merci. Excellent. Oui, parfait.
Parfait. Je vais juste prendre le temps de conclure tout de suite. Si jamais vous avez encore des questions, je vais rester quelques minutes après 45, mais je veux permettre de respecter le temps de tous. Je sais que certains d'entre vous sont déjà inscrits à un ou l'autre des modules de formation. Si ce n'est pas fait, que ça vous intéresse, nous avons en fait 5 cohortes gratuites pour chacun des modules pour les gens qui sont en entreprise. Si jamais vous êtes à l'Université de Sherbrooke, on sait qu'il y a un grand intérêt. On a ouvert un groupe spécifiquement pour les gens de l'Université de Sherbrooke qui est subventionné par le Centre universitaire de formation continue. Donc, on va vous acheminer un courriel dans la journée aujourd'hui pour vous informer des dates spécifiques aux gens qui viennent de l'Université de Sherbrooke. Donc, vous pouvez scanner le code QR pour vous inscrire ici. Sinon, on a le lien aussi vers l'ensemble des informations pour la formation qui a été publiée dans la conversation. Alors, je remercie chaleureusement chacun d'entre vous qui avait participé à ce webinaire ce midi pour le lancement de la formation Accueillir et intégrer la diversité culturelle. J'espère que celle-ci va savoir répondre à vos attentes. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire. Donc, merci beaucoup à tous et nous prendrons certainement l'ensemble des commentaires de vous tous pour améliorer cette formation au fil du temps et j'espère que vous en profiterez et que vous en ferez profiter les gens autour de vous. Merci pour votre présence.